Parfait, On t'entend très super, bien. merci beaucoup. Merci Adrien. Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinar autour des influenceurs et du gros hacking. Webinar qui a été organisé par des étudiants de l'EDC spécialisés en digital et en nouvelles technologies. Du coup, aujourd'hui, nous allons vous présenter un petit peu les avancées justement du marketing d'influence et l'impact qu'a le gros hacking aujourd'hui sur les influenceurs. Pour cela, nous avons la chance d'avoir des speakers très intéressants. On va commencer donc par Félix Lapoussière. Ensuite, on aura l'influenceuse Princesse Giza, Seikou Baldé et Martin Rochard, que je vais vous présenter juste après. Donc, ce webinaire qui va durer à peu près une petite heure, où à la fin, on aura une période de questions-réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions à tous les influenceurs, pardon, à tous les speakers aujourd'hui. Alors, nous allons commencer dans l'ordre par Félix Lapoussière, qui est fondateur de l'agence d'influence marketing Influence, que l'on remercie très fortement d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, nous aurons deux vidéos, celle de Princesse Giza qui nous a fait l'honneur de faire une interview avec nous ces derniers jours justement sur son rôle d'influenceuse. Nous avons aussi l'interview de Saikou Baldé, qui est Global Social Media Manager à Trust TV et du coup qui a pas mal d'expérience avec les influenceurs. Et pour finir, nous aurons avec nous Martin Rochard, qui est le CEO de Appartement Rochard et qui est une marque de prêt-à-porter pour hommes. Donc voilà. Voilà le planning de ce webinaire. Avant toute chose, et donc du coup avant de commencer, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même assez familiers de cette notion d'influenceur. Néanmoins, on va vous passer une petite vidéo pour introduire justement ce webinaire et être bien sûr que tout le monde est sur la même ligne. Alors, hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Là, ça me paraît bon. Voilà. C'est parti. Mais qu'est-ce qui intéresse tant? 58% des personnes qui suivent des influenceurs privilégient les univers de bien-être, de beauté et de mode. Ces followers à 48% attendent d'eux des idées pour mieux consommer et s'inspirer. À 33% guettent des promotions et actualités sur les produits ou la marque. Et à 19% suivent des actualités inédites pour se divertir. Notez que 75% des internautes qui suivent des influenceurs ont acheté un produit après avoir lu un contenu publié par un influenceur. Et 3 à 4 personnes ayant acheté un produit après avoir lu un contenu publié par un influenceur se disent satisfaits. Il est vrai que ces derniers, en plus de conseiller, permettent également d'avoir accès à des codes promo et 41% des internautes confirment avoir déjà utilisé l'un d'eux. Enfin, 2 personnes sur 3 qui suivent un influenceur pensent que c'est un phénomène durable. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous laisserez-vous tenter par cette méthode pour donner plus de visibilité à votre marque? Voilà, donc petite introduction justement sur les influenceurs. Et donc du coup, nous allons directement laisser la parole à notre premier invité, donc Monsieur Félix Lapoussière de l'agence Influence. Félix, êtes-vous là? Êtes-vous Oui, parmi je suis nous? là. Est-ce que Parfait. vous m'entendez? On vous entend très très bien. On vous entend très bien. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Est-ce que vous voulez partager vous-même votre PowerPoint ou est-ce que vous voulez que je le fasse? Si vous l'avez, vous pouvez. Ouais, je vais le partager parce que j'ai Vous voulez quelques le partager? modifications. Ok, Voilà. pas de souci. Hop, donc moi j'arrête le partage d'écran de mon côté et je vous donne la main pour que vous puissiez le partager. Allez-y, c'est bon pour vous. Hop, Parfait. normalement, c'est bon. Oui, Voilà. super, parfait. Déjà, bonjour Félix. Bonjour Zoé. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà commencer peut-être par vous présenter, nous expliquer un petit peu votre Ouais. parcours et qui vous êtes? Déjà présenté l'agence. L'agence a été fondée en 2015. Je pense que depuis 5 ans, on a accompagné plus d'une cinquantaine de marques sur des sujets très différents.
avec un positionnement au lancement de l'agence qui est un positionnement de conseil. On n'est pas agent d'influenceurs, on ne représente pas des influenceurs, on n'a pas de commission sur leur rémunération, on n'est pas forcément une base de données, un outil à laquelle on va donner accès à nos clients. Nous, notre métier, c'est de conseiller l'annonceur. Donc, notre client est l'annonceur, on l'accompagne dans toutes les étapes de la gestion d'une campagne. Donc, des étapes qui sont, que je vais expliquer, qui vont de la cartographie au reporting, en passant par des optimisations de campagne. Donc ça, aujourd'hui, c'est notre métier, avec un panel de clients qui est très différent. On a eu des clubs de foot, on a eu Canon, Carrefour, des marques B2B, B2C. L'idée, c'est de pouvoir tester en fait des mécaniques sur pas mal de sujets. Voilà aujourd'hui comment fonctionne l'agence. Donc, parcours assez classique, hein, si vous me cherchez. J'ai commencé par le SEO. Je travaillais dans une agence qui s'appelle Woptimo, et j'ai commencé à travailler avec les influenceurs. En fait, à cette époque-là, les influenceurs à l'époque étaient des blogueurs. Et on travaillait sur des stratégies, notamment de linking. Je ne sais pas si ça parlera en tout cas aux plus experts de la conférence, mais en tout cas, je gérais une équipe de linking et on travaillait à développer la notoriété des sites web. Et nos blogueurs, au fil du temps, sont devenus en fait des influenceurs, et je me suis associé avec mon patron de l'époque pour créer Influence. Voilà un petit peu l'historique et le passage. L'idée aujourd'hui pour moi, c'était de vous expliquer un petit peu comment fonctionnait l'agence, et d'expliquer en fait en 5 étapes comment mettre en place une campagne. Je sais que pour certains, ce sera peut-être un petit peu basique ou revoir des choses, mais en tout cas, c'était de pouvoir expliquer comment nous, on mettait en place les campagnes et comment on voyait les choses. Je sais qu'en ce moment, c'est la mode. Il y a eu pas mal, hein, une grosse conférence hier soir sur Clubhouse d'influenceuses qui parlaient justement de ça. Si vous voulez y jeter un œil, il y en a pas mal qui prennent la parole en ce moment, donc ça donne des idées aussi de comment mettre en place les campagnes et de ce qu'attendent les influenceurs. Donc l'idée, c'est de résumer en 5 étapes assez rapides, et de pouvoir après poser des questions s'il y en a. La première étape quand on travaille sur une campagne, c'est l'objectif et le ciblage. L'objectif, c'est de définir les objectifs de campagne. On a énormément de clients qui viennent faire de l'influence pour faire de l'influence, sans forcément se dire aujourd'hui quel est mon objectif. Est-ce que j'ai envie de faire vendre? Est-ce que je veux faire voir mon produit, ma marque? Ou est-ce que je veux faire savoir et développer une communauté? C'est à partir de ça que nous, en fait, on conçoit aujourd'hui les campagnes et qu'on définit les actions qu'on va mettre en place. Les actions sont variées. Il peut y avoir de l'affiliation, des articles. On parlait de code promo tout à l'heure. C'est aussi une grosse notion de marketing pour faire du tracking. Des collections capsules qui font énormément vendre. Si on fait du branding, est-ce que je fais un événement, une conférence de presse, du sponsoring, du placement de produits, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et pareil, sur du social, après, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va y avoir des concours, du déplacement d'audience? Réfléchir à toute cette partie-là. En parallèle, il va être important de définir votre cible, la cible de qui est votre client, parce que c'est ce qui va définir quel influenceur on va activer. On ne va pas aller chercher les mêmes influenceurs en fonction du produit, du prix d'un produit, de l'âge de vos consommateurs ou de l'âge de l'audience que vous voulez cibler. Chaque réseau a ses spécificités. On sait qu'aujourd'hui, un Facebook vieillit de plus en plus en termes d'utilisateurs, à l'inverse d'un TikTok où les utilisateurs sont beaucoup plus jeunes. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On s'aperçoit aussi que les paniers moyens vont être plus ou moins élevés selon les réseaux. Donc, il y a des choses à mettre en place, c'est à réfléchir. Ça, c'est vraiment une première étape qui va être essentielle avant de vous lancer, c'est de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Voilà, c'est la première étape sur laquelle il faudra travailler pour avancer. La deuxième étape, c'est de définir un dispositif et un budget. Alors, un dispositif, c'est les actions qu'on va mettre en place. L'avantage de l'influence, souvent, je compare nos propositions au moment d'aller acheter une voiture. En fait, il y a énormément d'options possibles. On peut faire plein de choses. Ce qui va nous limiter, potentiellement, c'est un calendrier défini, c'est la cible qu'on a définie, c'est un budget défini, c'est en fait des notions marketing liées à la campagne qui vont nous limiter. Donc aujourd'hui, dans les actions, il y aura des placements de produits assez basiques, la mise en place, je parlais de collection capsule, de meet-up, d'événements plus compliqués en ce moment, mais en tout cas, il y a des choses qui se font sur les réseaux, de takeover. L'idée, c'est qu'un influenceur va prendre la main sur les réseaux d'une marque et la gérer pendant une journée. L'ambassade, c'est des campagnes plus longues où un influenceur va tester de manière assez longue un produit pour apporter une certaine véracité dans l'utilisation. Ce n'est pas simplement un produit qu'on va mettre en photo ou à côté de nous sur un selfie. C'est vraiment pouvoir le tester, en parler et utiliser toutes les solutions mises en place par les réseaux pour le promouvoir. Ça apporte une certaine… Enfin, ça devient plus naturel, en tout cas pour l'audience. Et la création de contenu publicitaire. On a de plus en plus de marques qui nous demandent de faire créer certains contenus pour leur réseau, pour leur publicité par les influenceurs.
pour apporter une certaine fraîcheur, une certaine nouveauté. L'autre partie, c'est le budget. Le budget, aujourd'hui, ça va varier aussi en fonction de l'audience, du taux d'engagement, des thématiques, des productions attendues, de l'agent, du type de société qui est derrière. Est-ce qu'il y a un agent ou pas? C'est plus facile de négocier. Des droits à l'image aussi. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les contenus des influenceurs. Donc, il y a aussi des notions de droit à l'image. Notamment aujourd'hui, si vous travaillez par exemple avec des enfants, il y a une réglementation spécifique. S'il y a des enfants qui sont présents sur les contenus des influenceurs, on passe par une réglementation spécifique avec des droits spécifiques. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça et c'est ce qui va faire varier les budgets de manière très importante en fonction de tout ce qu'on va mettre en place. Dans l'influence, il n'y a pas de règle pour rémunérer les influenceurs. Vous allez voir plein d'études, des études plus ou moins avancées sur le coût. Il n'y a pas vraiment de règle parce que ça va dépendre de ce qu'on va faire. Ça va aussi dépendre de la relation de l'influenceur avec votre produit. Et tous ces dispositifs, en fait, vont énormément faire varier les coûts. Donc voilà, il ne faut pas se fixer en disant, voilà, voici ma grille, je l'ai vue sur Internet. Voilà, essayez de tester plusieurs influenceurs, de voir leur retour. Et à partir de là, vous pourrez vous donner une ordre de prix. Après, il peut y avoir des rémunérations qui se font aussi en nature, en produit. Mais aujourd'hui, il y a quand même, dans le travail, il y a quand même une rémunération qui se fait aussi en fixe. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Voilà, beaucoup de marques testent. Il y a des comptes sur les réseaux qui s'amusent à renvoyer les pires propositions. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça peut paraître un petit peu scandaleux. Donc, réfléchissez bien à ça avant de vous lancer. La deuxième étape, et c'est la sélection des influenceurs. Alors, c'est une question qui se pose énormément. Comment trouver les influenceurs aujourd'hui? Il y a plein de choses. Il y a la veille. Faites de la veille sur les réseaux, passez-y du temps. Mettez en place de la veille sur certains hashtags, ça fera remonter des profils. Allez faire un tour sur Google et tapez les listes d'influenceurs. Il y a plein d'articles, d'agences, de choses qui ressortent. Ça vous donne des idées. Les articles de presse aussi, les faire remonter. Voilà, c'est souvent les personnes qui sont les plus visibles, mais on trouve aussi des articles très locaux sur des influenceurs régionaux. C'est toujours assez compliqué d'aller chercher des influenceurs en région, de voir où ils sont. Donc, si vous avez vraiment besoin de quelqu'un d'assez localisé, de la presse locale vous donnera un petit peu les influenceurs qui font parler d'eux de manière très locale. Et après, vous avez les bases de données. Les bases de données, c'est des outils qui vont vous permettre d'aller faire des recherches comme un moteur de recherche. Un système de moteur de recherche qui vont vous permettre d'aller chercher des influenceurs en fonction de critères définis. Alors aujourd'hui, les bases de données, il y en aura deux différentes. Des bases de données avec des chiffres qui sont véridiques, c'est-à-dire si les influenceurs sont inscrits, donnent accès à leur réseau et font remonter les chiffres. Et après, des bases de données avec des chiffres qui sont estimés par les outils et par des algorithmes. Donc, deux types de bases de données à utiliser. C'est des dépenses qui sont assez chères à mettre en place, donc pas toujours accessibles, en tout cas pour les marques, de manière directe. Voilà. Après, il y en a plein aujourd'hui, il y a des outils comme Favicon, il y a des outils comme Influence for You, vous avez plein de bases de données qui se lancent. Faites un test aussi avant de vous lancer, que vous puissiez être en raccord avec l'outil et ce qu'il peut mettre en avant. Après, la vérification, c'était une des questions, comment vérifier le profil de l'influenceur? Alors nous, ce qu'on va aller vérifier, déjà, on essaye de récupérer les stats de l'influenceur, la première chose. On va aller vérifier l'origine de l'audience. Effectivement, si votre influenceur est 100% français et qu'il y a 15-20% d'audience qui vient d'Inde, ça paraît bizarre. On le sait parce qu'il y a des fermes d'abonnés sur ces pays-là. On avait des influenceurs aussi qui étaient français avec 40% d'audience qui venait potentiellement de Turquie. Oui, ça nous met des puces à l'oreille sur la véracité de son audience. L'autre problématique de ça, au-delà du fait qu'il ait potentiellement pu tricher, c'est que si 40% de son audience est turque et que vous avez un marché français, vous perdez 40% de l'audience de l'influenceur. Donc potentiellement, pour vous, ça peut être aussi embêtant en termes de ciblage marketing. À vérifier le taux d'engagement aussi. Alors, il peut y avoir des variations en fonction des contenus. C'est d'ailleurs presque logique d'en avoir. Par contre, si vous avez des gens à 50 000 abonnés et qui font 100, 200 likes, oui, il y a quand même quelque chose qui peut être un petit peu bizarre. Soit il a un problème sur son compte, soit effectivement, ça peut être une partie d'achat d'abonnés. Ce qu'on fait aussi de manière assez simple, il suffit d'aller voir les abonnés du profil, vous ciblez les 50 premiers abonnés que vous trouvez et vous regardez un petit peu les profils. Si derrière, vous avez des profils où il n'y a pas de publication, il n'y a pas d'abonnés, il n'y a rien, oui, ça va paraître un petit peu bizarre. Et après, d'autres outils, ce qui peuvent être aussi intéressants, c'est le taux de croissance du compte. Un compte la croissance est assez régulière, c'est une ligne qui est assez régulière. C'est très rare d'avoir des grosses croissances
sauf si quelqu'un passe à la télé, des choses comme ça, où là, il y a des croissances qui sont exponentielles et on passe sur une croissance un peu plus en escalier. Et voilà, c'est aussi des choses qu'il faut vérifier. Allez analyser aussi les anciens partenariats, vérifier avec qui il a déjà travaillé. Là, voilà, on va plus ou moins voir ce qui a déjà été fait. Potentiellement, les marques en ont déjà parlé. Je sais que c'est à un moment, certains influenceurs s'amusaient à citer des partenariats qu'ils n'avaient pas fait. Voilà, les marques souvent en parlent aussi, donc c'est des choses sur lesquelles vous pouvez aller checker. Ça va vous donner une idée aussi de ce qu'il peut faire. Analyser les contenus qui sont produits, que ça corresponde bien à votre ligne éditoriale, même si on verra après qu'il faut laisser une part de créativité à l'influenceur dans la production. Aller vérifier ce qu'il fait, remonter un petit peu, aller creuser un petit peu ce qu'il a pu publier sur les réseaux aussi, pour éviter certaines problématiques. Et après, oui, investir dans des outils. Il y a des outils comme Favicon qui font de l'analyse, et des outils comme iPoditor qui vont aller analyser les profils. Donc après, c'est souvent des outils où certains influenceurs, ils sont connectés parce qu'ils veulent montrer patte blanche. D'autres, ils ne sont pas forcément parce que tout le monde ne va pas le faire et n'a pas envie de le faire. Donc, il y aura une problématique aussi d'exactitude des chiffres. Voilà, ça reste des outils qui font de l'estimation. En tout cas, c'est une première bonne approche dans le travail de faire ces premières étapes de manière gratuite. Dans la troisième partie, c'est négocier et contractualiser. Alors, le premier contact est souvent décisif. Voilà. Il ne faut pas se tromper dans le message qu'on va envoyer. La plupart des influenceurs reçoivent énormément de mails par jour. Donc, pour nous, on essaie d'aller très vite dans la proposition, d'être assez concis et en même temps complet dans ce qu'on va proposer à un influenceur. Donc, on lui présente le projet, on lui explique le budget, ce qu'on a envie de faire. On lui propose assez rapidement un rendez-vous pour pouvoir caler les choses. Voilà. D'être le plus concis possible et d'avoir les bonnes informations permettra de gagner du temps à tout le monde. Voilà. Après, l'étape dans la négociation, donc comme j'expliquais, il n'y a pas forcément de budget. Par contre, pensez à bien contractualiser la négociation avec quelque chose de défini. Donc, l'influenceur va vous faire signer potentiellement un devis. Si vous avez un contrat de votre côté, ça permettra, en tout cas en tant que marque ou en tant que nous, agence, c'est ce qu'on met en place, de sécuriser le partenariat. On le fait sur des très gros partenariats avec plusieurs dizaines de milliers d'euros en jeu. L'idée, c'est de pouvoir avoir un cadre légal au cas où potentiellement l'influenceur ne fasse pas le partenariat ou ne le fasse pas correctement. On l'a vu sur les réseaux, des marques se sont retournées contre certains influenceurs qui n'avaient pas fait. Mais nous, on a eu le cas aussi d'influenceurs qui acceptaient le projet et qui abandonnaient en cours de route. Donc, on se retrouve en fait avec la moitié d'un projet. Donc, il faut pouvoir avoir une partie de pouvoir se retourner, en tout cas juridiquement. Ça vous protège. Ça permet aussi de rappeler à certains influenceurs la réglementation sur la publicité en ligne et les choses, tout ce qu'il faut faire apparaître. Si c'est sur le contrat, si l'influenceur ne le fait pas, vous, en tant que marque, vous êtes potentiellement protégé puisque vous l'avez informé. Après, lui, sur ses réseaux, il est un peu libre de faire ce qu'il veut. S'il ne le fait pas, c'est lui qui sera potentiellement condamné pour ça. Voilà. Et dans la proposition, dans le contrat, même si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire avec une campagne qui est définie, vous avez une agence derrière, laissez un peu de marge de manœuvre à l'influenceur. N'arrivez pas avec un script, arrêtez, il faut faire ça, l'influenceur doit parler X secondes, il doit faire ça, à telle minute, il doit présenter le produit. Voilà. Il a l'habitude de produire des contenus depuis des années, il produit pour une audience qui est à l'écoute. Si en fait, on en fait un outil publicitaire classique, on a des risques en fait de perte d'audience énormes sur ce type de projet-là. Donc voilà, il faut laisser cette marge de manœuvre-là tout en restant dans la partie créative. Une fois le projet en place, on est sur une partie de gestion de projet. Nous, en fait, sur chaque client, il y a un chef de projet qui est dédié qui va l'accompagner sur toutes ces étapes-là. Le client est vraiment accompagné, il y a un référent qui va l'accompagner sur tous les sujets, les questions, pouvoir lui répondre. Quand on commence à travailler sur un projet, au minimum, aujourd'hui, il faut à peu près 1 mois pour lancer une campagne avec un influenceur. Quand je parle de lancer une campagne, c'est le temps de le contacter, le temps de négocier avec lui, de lui envoyer les produits, qu'il puisse produire les contenus. C'est un délai qui nous paraît aujourd'hui raisonnable. Alors après, ça va être plus ou moins variable selon les produits et selon les réseaux. C'est beaucoup plus long de produire une vidéo et de faire des retours sur un format vidéo que sur une photo pour Instagram. Donc, il faut aussi réfléchir à ça et de se donner le temps. Je sais que tout le monde est un petit peu dans la course en ce moment avec la crise sanitaire. On a des budgets qui se débloquent, on veut aller vite, mais il faut aussi pouvoir laisser le temps de produire les choses de manière correcte et aux gens de récupérer les contenus. Donc ça, c'est la première chose. Limiter aussi les retours
vous allez voir que ça peut vite être chronophage et ça peut vite agacer les influenceurs. Donc, limiter les échanges à partir d'un brief complet, limiter les interlocuteurs. Je sais que c'est assez compliqué de changer d'interlocuteur, ça peut nous arriver, mais d'avoir un interlocuteur régulier. En tout cas, utiliser une adresse mail qui est assez commune pour que ça se voit le moins possible si vous avez plusieurs personnes qui gèrent ou si la personne qui gère potentiellement part. Et assurer un suivi quotidien, d'être sûr que les produits sont arrivés, que l'influenceur va bien, qu'il a besoin de rien. Il faut un petit peu le chouchouter aussi pour être sûr que tout se passe bien. Voilà, ça, c'est ces étapes-là. Et après, quand on passe à la gestion de projet, donc le projet se passe bien, tout est mis en place, on est sur une partie reporting. Aujourd'hui, c'est là savoir comment on va analyser un petit peu une campagne et comment on les analyse pour nos clients. C'est très compliqué, par exemple, pour un client quand on travaille pour Carrefour, d'aller savoir combien on a fait vendre de produits dans les magasins, voire quasi impossible aujourd'hui. Donc, on a des valeurs qui sont un petit peu différentes en fonction des clients et des objectifs qu'on a définis en amont. Donc, si on est sur de la vente, on a des clients qui viennent à nous, par exemple, pour des stratégies encore de référencement. Donc, ce qu'on va aller vérifier, c'est leur position sur Google. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a du trafic qui a été généré? Est-ce qu'il y a des liens qui ont été générés? Est-ce que les tendances sur Google de recherche ont évolué? Ça, c'est des choses qu'on peut facilement retrouver. Si on est sur de la vente directe, ce qu'on va regarder, c'est le nombre de ventes. Puis le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. C'est aussi pour ça que beaucoup d'entreprises mettent en place des codes promo. C'est pour faire en fait du suivi par rapport aux influenceurs et calculer la rentabilité des campagnes avec eux. C'est aujourd'hui l'outil le plus simple quand on fait du e-commerce, ou en tout cas quand on a une solution en ligne et qu'on vend un produit ou un service pour faire du suivi. La solution la plus simple, c'est de mettre en place un code promo. Les 10% qui vous offrent leur permettront en fait de faire de l'analyse sur la pertinence des campagnes. Sur les autres, en tout cas sur les autres stratégies, après, s'il s'agit de savoir, donc on est plus sur des stratégies réseaux sociaux, ce qu'on va regarder, c'est le taux d'engagement, le reach ou le transfert d'abonnés. Notamment, c'est ce qui se passe quand les marques font des concours. Ils essayent en fait de faire un transfert d'audience de l'influenceur à leur page Facebook, Instagram, principalement pour faire du retargeting après en outil publicitaire. Mais en tout cas, c'est des notions qu'on peut regarder. Je sais que nous, on l'avait fait, on pouvait gagner sur des très gros influenceurs en 2-3 jours entre 15 et 30 000 abonnés assez rapidement. Donc, on est sur des gens qui étaient à plusieurs millions, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui se font sur des principes de concours. Et après, s'il s'agit de voir, et notamment pour des grosses marques, donc on n'a pas la possibilité de faire cette chose-là, en fait, il y a des solutions qui correspondent en fait à un équivalent média. Donc là, on est plus à un équivalent, on va dire, social média, qui s'appelle Learn Media Value, qui est un calcul qu'on va faire en fonction de toutes les interactions qui ont été mises en place par les abonnés de l'influenceur sur les publications qu'il a pu faire. Donc, en fait, chaque action aura une valeur. Un like aura une valeur, un commentaire une valeur. Et à partir de ça, on en sort un indicateur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on met en place les reporting, donc adaptés à chaque client en fonction de ses objectifs et adaptés aussi à la situation. Voilà. Et après, on peut faire un mix de plusieurs. Mais en tout cas, voilà, on a des solutions qui nous permettent de traquer l'influenceur et les retours sur investissement des campagnes. Donc, on n'est pas à avoir un chiffre précis de vous dire, voilà, vous verrez sur les réseaux, pour 1 euro investi, vous allez gagner 7 euros. Voilà, c'est une moyenne, ça marche extrêmement bien dans certains cas, un peu moins dans d'autres. Donc après, c'est aussi une partie de test. L'influence, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas on va faire une OP et tout va fonctionner, je vais vendre mes produits. Il y a des tests à mettre en place, il y a des influenceurs à tester, plus ou moins. Voilà. C'est des choses qui se font aussi sur le long terme, sur lequel il faut travailler. Ce n'est pas simplement un one-shot qu'on lance comme ça de temps en temps. Voilà. Et je sais qu'en fonction des positions que vous avez, et voilà, on arrive souvent en influence en bout de chaîne. On est le dernier maillon de la communication et du marketing. On a potentiellement les derniers bouts de budget aussi. Mais voilà, il faut aussi pouvoir réfléchir l'influence et pas le voir comme la suite de quelque chose. C'est un vrai levier d'acquisition, c'est un vrai levier de notoriété. Donc, il faut le voir comme un levier et pas comme un bout du levier d'acquisition pour les clients. Voilà aujourd'hui. Et ça, voilà, en tout cas, sur cette partie, en tout cas, voilà en 5 étapes comment mettre en place une campagne et accompagner en tout cas la marque vers les premiers partenariats. Donc, voilà un petit peu. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si on fait un tour de questions ou pas. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour commencer, pour Félix? Oui, moi j'aurais une question. Bonjour Félix, merci pour votre présentation. J'aimerais savoir si vous donnez des conseils aussi aux influenceurs pour développer leur communauté.
Alors, pas du tout. Nous, on n'a pas, ce que j'expliquais dès le départ, nous, on n'a pas ce positionnement-là aujourd'hui. On n'est pas agent d'influenceurs. Donc, on en accompagne certains sur des sujets quand il y a des questions, puisque c'est notre métier. On a déjà fait des conférences, par exemple, sur la photo, avec certains de nos clients, avec un photographe et avec l'avocate de l'agence sur des sujets assez globaux autour de l'image. Mais notre métier n'est pas d'accompagner les influenceurs. Donc, on fait du conseil involontairement sur certains sujets parce qu'on va nous poser des questions. Aujourd'hui, ce n'est pas notre métier. On n'a pas ce rôle d'agent d'accompagner au développement de l'influenceur. Nous, ce qu'on conseille aux influenceurs, c'est de continuer à produire du contenu, de travailler autour d'un sujet qui les passionne et petit à petit de développer cette audience-là avec les outils qui sont en place. Voilà, et l'audience vient petit à petit. Après, voilà, il faut aussi travailler sa visibilité, sa notoriété, comme vous pouvez le faire sur une marque. Mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas notre métier. Ce que j'expliquais vraiment au début, on a un positionnement qui est un petit peu particulier sur ça pour se différencier sur un marché qui est bien, qui est un petit peu saturé aujourd'hui aussi. Parfait, merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question avant de passer justement à l'interview de l'influenceuse Princesse Giza. Est-ce que vous avez vu ces dernières années des évolutions justement par rapport aux influenceurs et en termes justement d'acquisition de communauté, est-ce que vous avez plus est-ce que vous faites plus justement attention à comment est-ce qu'ils, comme vous l'avez dit au début, hein, à la qualité de leur communauté, à l'influence véritable qu'ils ont? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'au début, c'était plutôt quelque chose d'assez genuine entre guillemets, et maintenant il faut faire un petit peu plus attention avec les nouvelles technologies et le gros hacking qui est mis en place? Nous, déjà, à la base, moi, je travaillais sur des blogueurs, donc c'était encore plus restreint. Nous, ce qu'on allait vérifier, c'est l'audience du site, l'évolution. Donc, j'ai effectivement vu une évolution. Aujourd'hui, effectivement, je dirais pas que c'est l'évolution des outils, l'évolution qu'a généré, en tout cas, on va dire, de mauvais influenceurs, en tout cas de faux influenceurs. C'est aussi toute la notoriété qu'il y a autour de ce nouveau métier, appelez-le, on l'appellera comme on veut, en tout cas cette nouvelle source de travail pour des créateurs de contenu. À partir du moment où les médias ont commencé à en parler, effectivement, nous, il y a des audiences qu'on a vu grossir de manière pas très naturelle non plus. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur. Des adolescents au collège, aux trentenaires qui veulent changer un petit peu de vie. Tout le monde veut devenir influenceur. Tout le monde veut faire son road trip et pouvoir filmer la construction de son van. C'est des choses que tout le monde veut faire. Donc, il y a des gens qui vont être très naturels, et effectivement, et certains qui vont se dire je vais peut-être pouvoir, plutôt que de partager ma passion, ce qui était à la base l'influence, les blogueurs à la base partageaient une passion. Certains nous parlaient de voyage, d'autres de parler de famille, de leurs enfants. Enfin, il y avait vraiment ce travail-là. C'était vraiment des amateurs qui partageaient avec nous des bons conseils. Aujourd'hui, certains ils voient plus une source de revenus un petit peu facile. Et c'est là-dessous il faut faire attention aujourd'hui. Et sur tous les réseaux qui se développent, c'est ça qui est aussi plus compliqué. Ce qu'on a surtout vu, moi, ces derniers temps, c'est qu'aujourd'hui, les très gros influenceurs qui sont montés très vite. En quelques années, ils ont rapidement acquis en fait des centaines, voire des millions d'abonnés, alors que nous, on a des gens qui sont là depuis 10 ans et qui stagnent en fait en termes d'audience. Donc, c'est des gens qui sont très vite mis en lumière, qui ont un passage qui peut vite passer des réseaux à la télé et à d'autres moyens de communication. Donc, il faut pouvoir gérer ça. Il y aura toujours des gens qui trichent, comme dans tous les domaines. Nous, on essaie un petit peu d'outrepasser ça et de parler des gens qui ne trichent pas et de s'intéresser aux gens qui ne trichent pas. Les gens qui trichent, on les voit assez rapidement et on évite d'en parler. On a toujours évité d'en parler, par exemple, sur le blog de l'agence, de se concentrer sur les gens. Ah, il y a des mauvais, il y a des mauvais. Notamment parce qu'en fait, si on parle des mauvais, les gens vont rapidement dire que tout le monde est mauvais. Et c'est là où ça va poser problème. Après, tous les influenceurs ont une partie de l'audience qui est fausse, notamment parce qu'il y a des bots qui s'abonnent à eux, notamment parce que il y a des gens qui essaient de faire de l'acquisition d'abonnés en faisant du mass follow. Donc, n'importe qui, même vous, en tant que compte perso, vous allez avoir une partie de votre audience où ce sera des comptes qui n'existent pas vraiment et qui essaient de se développer ou qui essayent de générer de l'audience. Je crois qu'on l'avait regardé, mais je crois que c'est sur Cristiano Ronaldo, où il y a un nombre de bots qui sont abonnés à lui qui sont assez... c'est monstrueux, c'est un des plus suivis dans le monde, mais aussi qui a le plus de bots qui le suivent aussi. Donc voilà, il faut aussi voir à ça. Nous, on essaie de se concentrer sur des gens qui créent du contenu, qui ont une qualité de contenu qui est intéressante,
Et souvent, des gens qui créent du beau contenu et qui prennent du temps ne vont pas s'amuser à aller tricher et à acheter des abonnés. Parfait. Alors, on a une question de Léo. Félix, conseillerez-vous la plateforme TikTok à vos clients ou est-ce encore trop tôt? En fait, ça dépend de l'audience et de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, il y a des marques de cosmétiques qui sont en train de faire le buzz sur TikTok parce qu'ils s'adressent à une audience qui est adolescente. En fait, ça dépend vraiment de l'audience que vous avez. Il n'y a pas de bons ou de mauvais réseaux sociaux. Ce qui est intéressant de développer, c'est de développer une vraie stratégie autour d'un réseau. Donc, oui, on le conseille à certains clients. Là, je suis en train de faire une recommandation sur une marque de sport. On va utiliser TikTok comme un test. Mais c'est des produits qui sont très chers, qui commencent à un panier à partir de 1 000 euros. Je ne suis pas sûr que l'audience de TikTok qui est très jeune ait la capacité d'acheter ces produits-là. Après, les marques de luxe, ils sont énormément parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui, les gens qui suivent les marques aujourd'hui sont potentiellement des acheteurs dans 5-10 ans. Donc, il y a aussi toute cette réflexion-là à avoir par rapport à la maturité de votre entreprise et de votre produit. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir et travailler sur les prochaines semaines. Voilà. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Bien évidemment, Félix, vous êtes le bienvenu pour rester sur ce webinaire. On va passer à la vidéo de l'influenceuse princesse Giza qui va nous expliquer justement son point de vue et son point de vue sur le marketing d'influence et l'impact du gros hacking. Alors, hop, le temps de partager l'écran. Voilà, c'est parti. J'ai 23 ans. Je suis étudiante en médecine dentaire en 2e année. J'habite à Madrid en Espagne et voilà. Ma première question, c'est quelle action mets-tu en place en fait pour attirer l'attention des marques et créer des partenariats? Le contenu que je mets en place, que je crée, n'est pas vraiment tourné dans le but d'attirer des marques. De base, moi, je fais ça plus par passion, on va dire ça comme ça. Mais les marques, en tout cas, ce qu'elles regardent, ce qui est très important, et ce sur quoi moi, je me focalise pour évaluer si je suis une bonne influenceuse ou une mauvaise influenceuse pour les marques, c'est vraiment l'engagement. Je dirais l'engagement, avoir une communauté qui est investie, qui est fidèle, surtout au niveau, je pense que les marques, elles regardent le nombre de j'aime en fonction du nombre d'abonnés, ils regardent l'interaction, les commentaires. En fait, pour eux, je pense que l'influenceur idéal, c'est un influenceur qui a vraiment une influence sur les gens qui le suivent et qui leur dit si je vous conseille d'acheter ça, alors ils iront l'acheter. En fait, qu'entends-tu par bon engagement envers les marques? Alors, un bon engagement, c'est pas envers les marques. L'engagement en fait sur Instagram, c'est en fonction de ton nombre d'abonnés, le pourcentage de personnes que tu touches et qui vont aimer tes publications. Ça, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'un engagement moyen ou le minimum pour être un influenceur, je dirais, c'est un engagement de 10%. C'est-à-dire que si tu as 10 000 abonnés, tu devrais avoir en moyenne 1000 j'aime par publication. Donc 10% du nombre d'abonnés. Donc c'est ça, un bon engagement, c'est le pourcentage de personnes que tu touches en fonction du nombre de personnes qui te suivent. Donc un bon engagement, c'est avoir plus de 10% de personnes qui te suivent, qui aiment tes publications. Ce qui montre qu'en fait, mes abonnés ne sont pas fantômes, que ce sont des vraies personnes qui me suivent et qui aiment mon contenu. Oui, effectivement. Donc, comment fais-tu pour grossir ta communauté, pour augmenter ton nombre d'abonnés? Alors, alors franchement, il n'y a pas de technique particulière. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui utilisent des tactiques différentes. Tout dépend de ta niche. Donc, la niche, c'est le type de personnes que tu touches. Donc, par exemple, ton abonné idéal. Moi, c'est plus tourné vers tout ce qui est cheveux afro, même si aujourd'hui, il n'y a pas mon afro, mais cheveux afro, tout ce qui est communauté noire, etc. Donc, moi, par exemple, mon abonné idéal serait une jeune fille de moins de 18 ans qui souhaite porter ses cheveux naturels, mais qui ne sait pas trop comment faire et qui a besoin un peu d'un modèle dans le sens de quelqu'un qui lui donne envie de se lancer. Donc, moi, ça, c'est mon abonné idéal. Et du coup,
moi, j'essaie de tout faire en sorte pour attirer cette personne. Pour qu'en fait, c'est comme, tu vois, dans l'offre et la demande, il faut que l'offre elle soit irrésistible à la personne. Donc, elle se dit, ah non, il faut que je la suive parce qu'elle correspond à tous les critères que moi, je recherche chez une personne que j'aimerais suivre. C'est-à-dire, plus que simplement le superficiel. Pour moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, la communication, c'est très important. Les stories Instagram, partager un petit peu de son quotidien. Moi, je sais qu'il y a des influenceurs qui ont réussi à faire augmenter leur niveau d'abonnés parce qu'ils faisaient des stories très intéressantes. Comme d'autres, c'était uniquement basé sur leurs posts, sur leurs photos, sur leur style vestimentaire. Donc, en fait, ça dépend de qui tu veux toucher. Moi, par exemple, ce que je devrais faire, c'est faire beaucoup de tutoriels cheveux, ce que je ne fais pas beaucoup malheureusement, mais je sais que c'est ce qui pourrait m'apporter un maximum de personnes de la communauté que je recherche. Donc oui, les abonnés, il faut être honnête, en tant qu'influenceur, on va les chercher et on essaie de trouver toutes sortes de tactiques pour les attirer, on essaie un peu de rentrer dans leur tête et de se dire qu'est-ce que moi je chercherais chez l'influenceur idéal. Est-ce que tu travailles déjà avec une marque d'influence? Une marque, j'ai déjà travaillé avec des marques. Actuellement, là, je viens juste de finir un partenariat avec une marque de lunettes. Et il faut savoir que je ne fais pas beaucoup de partenariats parce que je refuse beaucoup de partenariats. C'est-à-dire que tout dépend du type d'influenceur ou ce que tu recherches derrière moi. C'est pas forcément l'argent qui m'appelle. Du coup, je vais plutôt accepter des choses qui vont correspondre à ma niche. C'est-à-dire que si ce ne sont pas des produits pour les cheveux ou un truc qui me touche particulièrement moi et dont je vais parler sincèrement, je ne vais pas accepter le partenariat. Si demain on me propose un partenariat pour des bijoux, je ne vais pas accepter. Parce que personnellement, je ne porte pas beaucoup de bijoux, donc je ne vais pas mentir à mes abonnés ou me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas juste pour vendre un produit. Donc oui, j'ai beaucoup de propositions, mais j'en accepte très peu. Quelles sont les actions qui ont fait que tu as, qui ont le plus fait réagir les internautes, enfin tes abonnés sur les réseaux sociaux? Alors, ce qui a le plus de réactions, c'est souvent quand on dit ce qu'on pense. Quand on dit ce qu'on pense ouvertement, c'est-à-dire parler d'un sujet de société et donner son avis, ça marche très très bien. Les gens sont très curieux, ils veulent toujours tout savoir. Donc ça, et aussi s'ouvrir sur des choses très personnelles de sa vie aussi, ça marche bien. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je ne me sens pas à l'aise avec. Mais je sais que beaucoup de gens ont réussi à évoluer grâce à ça, c'est-à-dire partager vraiment leur vie sentimentale, leur vie vraiment des choses personnelles sur les réseaux sociaux, étaler sa vie personnelle, ça marche très bien. Des mini-buzz, on va dire ça comme ça, c'est quand je donnais mon avis sur une marque ou sur une personnalité ou quelque chose du style, et et voilà, je donnais ouvertement, que je disais tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Donc là, ça aide à avoir des reposts sur d'autres pages Instagram qui sont plus grandes et du coup à gagner des abonnés. Et voilà. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as collaboré avec une marque de lunettes. Oui. Ah oui. Ouais. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à collaborer avec cette marque? Alors justement, moi, ce qui m'a poussée à collaborer avec cette marque, c'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur parce que moi, personnellement, je porte des lunettes. Je suis myope, j'ai une myopie sévère. Je suis actuellement à -8 à chaque œil. Du coup, ça me rend un petit peu la vie difficile au niveau des lunettes. Je porte des lentilles dans la vie de tous les jours. Et du coup, pour moi, c'était l'idéal parce que ça me permettait de recevoir des produits gratuitement, c'est-à-dire des lunettes, et aussi de conseiller vraiment sincèrement, de donner mon avis sincère sur la marque. Et là, franchement, c'était que du positif parce que c'était une très très bonne qualité de lunettes pour un prix très très abordable. Donc c'est vraiment quelque chose qui va toucher mes abonnés. Ce qui marche aussi très très bien, j'ai oublié de le préciser, c'est les bons plans. Les bons plans, ça marche très bien. C'est-à-dire que avant, j'ai l'impression que Instagram a énormément changé. Avant, c'était très basé sur tout ce qui est superficiel pour que la personne elle clique sur le bouton follow. Il fallait un rien. Si t'es jolie, on te suit.
Si t'as un bon style de vie, on te suit actuellement, c'est très, très, très difficile. Ça n'a rien à voir avec avant. Il faut inspirer la personne. Il faut avoir un packaging complet, en fait. C'est pas juste, ah oui, je suis jolie, je veux percer sur les réseaux. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais c'est pas du tout la réalité. Du coup, pour revenir à mes lunettes, bah voilà, donc ça me tenait très à cœur parce que je porte des lunettes et comme c'était un bon plan pour mes abonnés, donc à petit prix, bah, je me suis dit que c'était l'idéal et j'ai vu beaucoup de personnes réagir, donc je pense que c'était un bon partenariat. Voilà, alors on a vu des informations très intéressantes et vraiment, enfin, qui étaient top de cette influenceuse qui, je pense, complète bien ce que tu as dit, Félix, tout à l'heure, sur l'importance des contenus et sur le fait que, bah oui, très rapidement, c'est facile d'avoir des abonnés avec des bots, etc., etc. Mais derrière, c'était pas forcément ça qui allait fonctionner. Et donc là, l'influenceuse a bien appuyé ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, alors, on va passer rapidement. Alors, on va passer à Martin Rochard. Est-ce que Martin Rochard, es-tu là? Hop, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, on t'entend très bien. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc pour vous expliquer à tous ceux qui suivent le webinaire, vous l'avez peut-être remarqué, on a commencé par une agence d'influence, donc on a eu le point de vue de l'agence. Ensuite, on a eu le point de vue de l'influenceuse. Et là, on va terminer par le point de vue d'un responsable de marque qui a travaillé avec des influenceurs. Et donc, l'idée, là, justement, c'est d'un petit peu d'échanger sur les rapports avec les influenceurs, comment une marque peut-elle collaborer avec des influenceurs. Voilà. Du coup, bah, déjà, pour commencer, comment vas-tu, Martin? Bah, ça va, merci. Et vous? Bah, très bien, merci. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pu suivre un petit peu avant les différents débats qu'il y a eu et si ça vous a inspiré, si vous avez eu comment dire, des pistes de réflexion, des choses qui vous ont interpellé. Bah, moi, je suis arrivé au moment où il y avait le responsable de influence qui finissait son passage. Du coup, ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'il faisait. Je suis parti sur son site et j'ai assisté bah, aussi, justement, là, je viens de voir la vidéo de l'influenceuse. C'était intéressant. Euh, et et j'ai l'impression de ce que je vais dire, ça va être un petit peu un contre-argument par rapport à certaines choses, mais bon, Eh bien, très bien. Du coup, on vous écoute. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez commencer par vous présenter et nous expliquer un ok. petit peu votre parcours? Alors, moi, c'est Martin Rochard. J'ai 23 ans, je viens de Courbevoie, donc de la même ville que Marie. Et je viens de passer, ça fait presque un an et demi que que je suis revenu à Paris. Avant ça, ça faisait 3 ans que j'étais à Londres. Et ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur ma marque. Je travaille sur ma marque et depuis quelques années que je travaille aussi pour des marques. Ça m'arrive de m'occuper de l'image de certaines marques et justement de faire appel à des influenceurs dans certains cas. J'ai travaillé avec une marque de lunettes qui s'appelle Welcome, qui est basée à Londres. J'ai travaillé avec une marque de vêtements qui s'appelle Don Dada, qui est la marque d'un rappeur et d'un producteur, Alpha One et Hologram Low. Et je travaille aussi du coup pour ma marque. Voilà. Ok, parfait, très bien. Alors, on a pas mal de questions pour vous. Du coup, Adrien, est-ce que tu veux commencer avec la première question? Oui, bien sûr. Donc bonjour Martin. Bonjour. Du coup, je voulais savoir avec quel influenceur tu as pu travailler, dans quel but et en fait quels a été les critères pour choisir justement ces influenceurs? Alors, bah, c'est différent parce qu'il y a ma marque et les deux marques, donc Welcome et Don Dada. Donc, je vais être rapide. Pour ma marque, c'était venu par rapport aux occasions que j'avais. C'est-à-dire, par exemple, il m'est arrivé une fois qu'il y ait des stylistes qui me contactent pour placer mes vêtements sur certaines personnes, sur des artistes ou même que des influenceurs viennent vers moi. Donc là, c'est par rapport à ce que j'ai. Je dis oui ou non si je vois que
ça colle par rapport à l'image que je veux véhiculer ou pas. Ensuite, pour Don Dada, il y a eu tout un travail de recherche, mais au final, c'est assez lié de où est-ce qu'on veut aller et qui va nous permettre d'accéder à ces points. Par exemple, quand j'arrive chez Don Dada, quand on voyait la marque, on avait plutôt l'impression qu'elle s'adressait à des bobos et nous, enfin, voilà, des bobos parisiens. Et nous, on voulait que elle s'adresse plus à des gens qui écoutent les albums d'Alpha. Donc, on s'est dit, OK, on est au point A, pour arriver au point B, par qui on peut passer? Et donc, du coup, on a fait une liste et on a dit, OK, bon, bah, je pense qu'il faut commencer par un tel, puis un tel et arriver à un tel. Et normalement, avec une image, enfin, avec une bonne image, tout ça, ça devrait être bon. Et le troisième exemple, c'est Welcome, où là, par contre, je suis parti d'une page blanche et toujours cette question de, OK, où est-ce qu'on veut aller et à qui on veut parler, mais surtout là, c'était un petit peu différent parce qu'il y avait ce côté crash test de, OK, mais qui nous aime, entre guillemets, qui, euh, qui est réceptif à notre message. Voilà. Donc, ce qui fait, pour répondre à la question, qu'en termes d'influenceurs, moi, j'ai travaillé avec des rappeurs pour Don Dada. Je travaillais aussi avec des artistes et des mannequins pour ma marque. Et pour Welcome, c'était des micro-influenceurs. Donc, c'est-à-dire qu'on trouvait une personne qui avait, en général, moi, je visais entre 5 000 et 10 000 abonnés. Et on faisait l'effet boule de neige. Je lui envoyais un message. Ensuite, je regardais les personnes qui étaient affiliées. Je renvoyais un message. Et après, on envoyait des produits à chacun. Ok, parfait, très bien, merci, très intéressant. Il me semble que Nadine avait une question pour vous. Oui, alors Martin, moi je voulais savoir qui est-ce qui y a le plus d'influence? Est-ce que c'est votre marque ou alors les influenceurs qui apportent le plus quelque chose à, à quelqu'un, quoi? Est-ce que c'est votre marque ou plus les influenceurs? Merci. De rien. Moi, je parlais du coup pour ma marque. Pour ma marque, c'est ma marque qui a le plus d'influence. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, là, récemment, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Ashkid, euh, qui est pareil, un artiste qui a une grosse fanbase en tant qu'artiste. Je l'ai pris en photo et j'ai publié avec ma marque. Donc, ma marque, c'est un petit, c'est une petite base de followers, c'est-à-dire c'est 1000 et quelques followers. Et Ashkid, c'est, je crois, presque 50 000 followers. Donc, Ashkid a apporté de la visibilité sur les posts que j'ai postés de lui sur ma marque. Mais moi, je fais toujours en sorte que l'identité de la marque soit plus forte. C'est-à-dire que quand je poste les posts d'Ashkid, qu'on ne se dise pas, ah ouais, ils ont payé Ashkid, enfin, ou la marque, justement, parfois j'ai cette impression-là avec certaines marques où voilà, c'est pas naturel et voilà, ils l'ont payé, ils l'ont forcé, etc. Et c'est pour ça que, en général, quand je travaille avec des influenceurs ou des artistes, c'est la marque qui fait les photos pour que l'identité prenne le dessus. Donc, au final, c'est vrai que oui, les artistes ramènent la visibilité sur les posts, ça c'est sûr, mais à la fin la finalité, c'est que, par exemple, dans un an, quelqu'un qui connaît la marque ni d'Adam ni d'Ève, il regarde les photos et je pense que c'est la marque qui apporte. Voilà. Parfait, merci beaucoup, très intéressant. Du coup, on a aussi une question de Besma. Oui, bonjour. Oui, j'aurais une question. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez les nouvelles techniques d'acquisition et avez-vous entendu parler du growth hacking, en fait? Merci. Pas de souci. Non, moi je connais pas. En fait, c'est bizarre, mais je suis assez mauvais en,
dans tout ce qui est le monde de l'influence et des influenceurs. Euh, donc non, je ne connais pas du tout. Je suis pas du tout technique. Ok. Et du coup, je pense en lien avec cette question-là, Moussa, tu avais une question aussi? Tout à fait. Bonjour Martin. Merci déjà de nous honorer de votre présence. Je me nomme Konaté Moussa. Ma question est la suivante. Comment choisissez-vous les influenceurs que vous contactez et comment vous faites en fait pour être sûr que ces influenceurs-là sont des qualités en fait, qui vont avoir un impact en fait sur la campagne? Merci. Euh, comment bah, c'est toujours cette question de où est-ce que je veux aller et bah, ça va être vraiment, bizarrement, c'est vraiment au feeling, c'est-à-dire que j'essaye d'être le plus spontané possible dans mon approche et j'essaie d'approcher aussi des gens qui ont une image spontanée, une image qui est assez naturelle. Et en général, je trouve que quelqu'un qui a une fanbase, ça se voit en fait. Quelqu'un qui a des gens qui les suivent depuis longtemps, je trouve que ça se voit. Je ne saurais pas vraiment réellement expliquer, mais moi, j'essaye d'aller vers ces gens-là. Et en général, je vais sur des gens qui nichés. C'est-à-dire que je travaillais principalement pour des images, pour des marques pardon, qui ont des images de niche. Et donc, du coup, bah, en général, les influenceurs niches, ils sont pas très loin et pas très difficiles à trouver. Après, je ne sais pas si je pourrais vraiment répondre à cette question parce qu'il n'y a rien qui... Je suis sûr de rien, en fait. Pour moi, je pense qu'un influenceur, c'est un pari à chaque fois parce que même un influenceur qui a 1 million d'abonnés, euh, si le produit ne colle pas avec son public, et ça, c'est pas à moi de le décider, ni à l'influenceur, son public de décider s'ils aiment ou pas le produit, bah, ça marchera pas. Moi, par exemple, je suis un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Akram Junior. À un moment donné, il a commencé il faisait très peu de pubs, de sponsors, etc. À un moment donné, il a commencé à en faire. Et c'est des pubs qui étaient dans son milieu, donc c'est-à-dire l'automobile. Et ben, il n'y a pas eu une grande réponse de son public. Donc, moi, à chaque fois, je prends ça comme un pari. Voilà, c'est tout. D'accord. J'ai une dernière question en fait. Avec votre manière de fonctionner, avec, avec votre manière en fait de coopter en fait les influenceurs, est-ce que vous avez des résultats positifs en fait? Ouais, j'ai des résultats positifs. J'ai des résultats positifs, bah, justement parce que en général, les influenceurs, j'essaye de créer le contenu avec eux, c'est-à-dire pas juste leur envoyer un produit et ils se débrouillent, mais justement d'aller à la rencontre, de parler. Moi, je pense que le fait de rencontrer des gens, de parler avec des gens, c'est hyper important parce que ça va dicter la façon dont l'influenceur va communiquer sur vous. Si l'influenceur ne vous connaît pas, il va faire des erreurs dans le discours, euh, il va être moins impliqué dans sa façon justement de parler de votre marque. Alors que si vous avez eu même une discussion de une demi-heure où vous lui expliquez, voilà, moi, mon parcours, je suis passé par euh, ça, le produit que je t'envoie, il représente ça pour moi, voici l'histoire de mon produit, et que ça le touche, et bah, il va communiquer différemment. Et moi, c'est ma technique. Et avec cette technique, je me rends compte que bah, ça a des résultats. En tout cas, moi, je suis content des résultats. Je n'explose pas tous les scores. Je ne suis pas allé dans la situation, mais à mon échelle, ça me suffit. Ok, très bien. Bah, merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, alors s'il y a des questions pour Martin
Du coup, n'hésitez pas à les poser ou pour nos différents invités. S'il y a des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat, on pourra les lire. Sinon, on va terminer du coup ce webinaire par une dernière petite vidéo de 2 minutes qui va nous présenter un autre point de vue d'une autre marque qui s'appelle Trace TV. Et donc du coup, on va y aller tout de suite. Alors, je partage mon écran. Hop, c'est parti. Bonjour Sekou, j'espère que tu vas bien. Donc, dans le cadre de notre webinaire, je te sollicite afin de comprendre les attentes d'une marque lorsqu'elle fait appel aux influenceurs. Donc, comme j'ai pu le constater, en 2018, Trace TV a participé au Salon des influenceurs. C'était dans quel but, s'il te plaît? Peux-tu nous en parler? Le but était principalement d'élargir notre portefeuille d'influenceurs, vu qu'il faut savoir que Trace, la majorité des influenceurs avec lesquels on travaille, ils viennent nous voir, mais que nous aussi, on était dans une démarche de prospection. Donc, voilà. Et à la suite de ce salon, est-ce que vous avez pu faire des rencontres fructueuses avec lesquelles aujourd'hui vous travaillez encore, des partenariats qui ont pu se transformer? Alors là, je peux penser à deux noms. On a rencontré l'influenceur Boris Becker, avec lequel on a pu travailler sur des séries de format court. Et on a aussi rencontré Fatou Guinée. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on a aussi pu bosser avec elle sur des formats courts et humoristiques aussi. Donc, et ça, c'est des relations qui se sont continuées, qui se sont prolongées. Est-ce qu'il vous arrive de passer par des agences d'influence? Généralement, non. On peut passer. Généralement, les grandes entreprises avec lesquelles on travaille peuvent utiliser des agences. Je peux penser notamment à L'Oréal, au groupe Total avec lequel on avait travaillé particulièrement sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous, généralement, à Trace, non, on n'a pas besoin d'agence d'influence parce que, comme je l'ai dit, on est assez implanté dans notre niche pour que vraiment les influenceurs viennent à nous. Et généralement, ils viennent nous voir, ils ont déjà une idée, un projet, et on voit dans quelle mesure on peut travailler ensemble. D'accord. Alors, et pour finir, en règle générale, quelle méthode mettez-vous en place pour choisir vos influenceurs et pour vous assurer de leur authenticité? Nous, chez Trace, on utilise principalement le réseau personnel de nos employés, parce qu'il faut savoir que la majorité de nos employés ont une activité parallèle ou qui est reliée à l'univers ou de la musique ou de l'entertainment. Donc, c'est ce qu'on utilise principalement. Et généralement, les relations, vu qu'elles sont basées sur une proximité personnelle déjà, ça nous permet de travailler plutôt efficacement en fait. Et pour s'assurer de l'authenticité, nous, on a des contacts chez Facebook et chez Instagram qui nous disent généralement si la personne a une base authentique ou si elle a acheté des fans ou si son engagement est un peu douteux. D'accord. Voilà. Du coup, c'était... Alors, c'est bon, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'était la fin de ce webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, en petite conclusion, on l'a vu, les nouvelles technologies permettent aux influenceurs de pouvoir utiliser des bots, de pouvoir utiliser de l'automatisation, différentes méthodes pour justement augmenter leur nombre d'abonnés, mais ce ne sont pas forcément des choses qui sont recherchées, bien évidemment, par les marques ou les agences d'influence. Donc, en conclusion, on dira, là, toutes les techniques qui ont été données pour trouver les bons influenceurs, peut-être participer à des salons, utiliser votre propre réseau, voire analyser l'influence
l'audience et la communauté des influenceurs. Et donc, cela permet effectivement aux marques de choisir les bons influenceurs avec lesquels ils souhaitent travailler. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. On va vous faire passer un petit questionnaire rapidement pour savoir la qualité, si vous avez apprécié ce webinaire. Donc voilà, vous avez le lien là juste en bas, un petit questionnaire rapide qui prend 2 minutes et qui va permettre du coup aux étudiants qui ont participé et qui ont organisé ce webinaire d'avoir un petit retour sur leur travail. Voilà. En tout cas, je souhaitais remercier aussi tous les étudiants de l'EDC qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Bravo à vous, bravo pour votre travail. Merci beaucoup aux personnes qui ont été nos speakers, qui ont fait un excellent travail et qui, pour certains, ont travaillé avec nous jusqu'à 22 h le soir pour faire les présentations vidéo. Donc aussi un grand merci à eux et on espère vous retrouver pour d'autres webinaires très prochainement. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot de la fin, si certains veulent ajouter quelque chose, mais en tout cas, merci beaucoup. Non, tout est bon? Ok, parfait. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt.